les crises écologiques. Ça pourrait faire peur, mais du coup on se dit que c'est sans doute le meilleur moment pour réinventer nos modes de vie, nos manières d'échanger, de produire, d'apprendre. Le fil rouge, c'est vraiment de repenser les choses localement, en impliquant un maximum de monde et surtout en prenant du plaisir dans ces changements. Montrer que c'est possible, que rien n'est figé. Les projets qu'on a réalisés jusqu'à présent, ce sont des marchés gratuits, des Repair Cafés, une banque de temps, un potager urbain dans le quartier Alhambra, des projections, des débats. On aide à lancer des lombricomposteurs dans les appartements. Et puis on récolte des fruits pour en faire des confitures et les offrir aux personnes qui en ont le plus besoin. On est convaincu qu'en étant concret, positif, on pourra amorcer le changement, donner envie à un maximum de monde. Ensemble, tout est possible. This is really about how you build community starting where you are, how you start to build resilience where you are, and I think what you've created here, although it may feel to you just like one small vegetable bed, it's like Neil Armstrong could have said, one small vegetable garden for Mille Bruxelles, one giant leap for mankind, or something. It really matters that you're doing this, and I don't know if anyone ever comes and says thank you for having made this, but thank you for making this because it's a really powerful story that the world needs to hear. Donc voilà un exemple très concret, je voulais commencer par quelque chose de très concret, de transition à 2 pas de chez vous. Pour la suite de la présentation, on va voir ensemble l'histoire de la transition, d'où vient ce mouvement, quels sont les fondements de la transition. Ensuite, je vais revenir vers un peu plus de concret pour voir à travers le monde quelles sont les principales activités, quels sont les domaines dans lesquels ces citoyens sont actifs. Et puis, une troisième partie pour aller plus loin, quelques éléments peut-être un peu plus en lien avec votre travail. Donc le mouvement de la transition, d'abord, quelle est la définition officielle du mouvement? On va dire que la transition, c'est un mouvement de citoyens qui se rassemblent pour réimaginer dans un premier temps et puis reconstruire le monde. Donc il y a vraiment ce travail de d'abord prendre le temps de réfléchir au monde dans lequel on veut vivre et ensuite ça devient très concret. Donc pour les caractéristiques du mouvement, il propose des solutions positives, locales et collaboratives. Je pense qu'on l'a bien vu avec l'exemple de Mille Bruxelles en transition. Pour créer des communautés plus résilientes, justes et épanouies. Donc le mot résilience, il a différentes significations. Ici, c'est l'idée qu'un système est résilient lorsqu'il est capable de garder ses fonctions essentielles lorsqu'il y a des chocs extérieurs. Et donc l'idée, c'est que Mille Bruxelles en transition, leur objectif, c'est de rendre leur quartier plus résilient, même s'il y a des grosses évolutions économiques, des changements au sein de l'environnement, que Mille Bruxelles continue à garder la même énergie et soit toujours aussi dynamique, on va dire. Donc c'est ça l'idée de résilience. Le mouvement est né il n'y a pas très longtemps, il y a 10 ans à Totnes, en Angleterre. Donc c'est le village dans lequel, ou la petite ville dans laquelle Rob Hopkins, qu'on a vu sur la vidéo, un professeur de permaculture dans une UNIF en Irlande. Donc il est retourné en Angleterre et là ils ont lancé à plusieurs la première initiative de transition. Et c'est un modèle qui a eu pas mal de succès et qui est assez vite s'est diffusé à travers le monde. Donc on parle aujourd'hui de 4000 initiatives de transition et d'une vingtaine de hubs nationaux. Donc le réseau transition est par exemple un hub, j'en parlerai un peu plus tard, mais c'est l'idée d'avoir les initiatives sur le terrain et puis quand même des hubs qui essayent de faire circuler l'information entre les initiatives de transition. En Belgique concrètement,
il y a une soixantaine d'initiatives de transition en Wallonie et à Bruxelles, et une soixantaine en Flandre. Donc on parle de 120 à 150 initiatives. Le mouvement se développe très très vite. Et en 2016, on parle du doublement, enfin on assistera vraisemblablement au doublement du nombre d'initiatives de transition en Wallonie et à Bruxelles, donc c'est très important. C'est entre autres lié évidemment au phénomène du film Demain, qui a réussi à montrer voilà, qu'avec une démarche positive, on pouvait réellement envisager le monde différemment et avoir un impact concret. Donc voilà, un doublement du nombre d'initiatives de transition en Belgique, c'est assez enthousiasmant. Donc voilà un petit mot sur l'historique. Quelle a été l'approche de Rob Hopkins? Donc, à l'époque, il partait de 3 constats. La première partie, c'est les enjeux énergétiques. Ben oui, on sait que, comme on en discutait tout à l'heure, on a atteint le pic pétrolier des énergies conventionnelles ou du pétrole conventionnel en 2006. Ça veut dire que depuis 2006, le nombre de pétrole la quantité de pétrole qui est extrait du sol a diminué. Par contre, globalement, la production de pétrole augmente parce qu'on utilise des productions non conventionnelles, donc tout ce qui est pétrole de schiste ou d'autres types de pétrole, qui en fait coûtent beaucoup plus cher et sont plus nocifs pour l'environnement. Alors est-ce que le vrai pic pétrolier, donc incluant les énergies conventionnelles et les énergies non conventionnelles, arrivera dans 3, 5, 10 ans, 20 ans? On n'en sait rien. Ce qui est certain, c'est que d'un point de vue physique, on va y arriver. Et donc c'est la première grosse contrainte, c'est ce pic ou ces enjeux énergétiques qui font que, en fait, au plus on aura d'argent, au plus on sera capable de chercher du pétrole très loin, okay, de plus en plus profond. On pourra utiliser des mécanismes de plus en plus compliqués pour avoir du pétrole, mais ça va coûter de plus en plus d'argent. Et donc là, on a un réel enjeu. Si on se rend compte que tout ce qui nous entoure contient du pétrole, depuis mon ordinateur jusqu'aux médicaments qu'on peut consommer. Donc le pétrole est vraiment très présent dans nos sociétés modernes. Et donc ça, c'est le premier enjeu. Deuxième enjeu, changement climatique. Voilà, rien de spécial à dire là-dessus. Troisième chose, c'est l'aspect des crises économiques et des inégalités sociales qui se creusent de plus en plus. Donc voilà, les 3 crises auxquelles lui a voulu répondre. Et pour ça, en bas à droite, il a la première idée de se dire il n'y aura pas de cavalerie. Il n'y aura pas de Trump, par exemple, qui sera le président exceptionnel et qui va réussir à sauver les États-Unis ou Make America Great Again. Il n'y aura pas un président similaire ou un Premier ministre en Belgique qui, à lui tout seul, arrivera à sauver la situation, ou des membres de la Commission, des personnes vraiment super intelligentes qui arriveront à redresser la situation en Europe. Il n'y aura pas de cavalerie, et donc il s'agit d'agir chacun à son niveau, et tous. C'est ça, la première idée, il n'y aura pas de cavalerie. C'est aussi une idée inspirée des philosophies ou des spiritualités asiatiques, de l'idée de se responsabiliser soi-même. En fait, on peut accuser les politiciens de tous nos maux, on peut accuser le capitalisme, on peut accuser nos voisins, on peut accuser les migrants de tous nos maux. Mais il y a aussi l'idée de se responsabiliser soi-même et se dire, ok, mais moi-même, qu'est-ce que je peux faire par rapport à cette situation? Et se rendre compte qu'on a tous une responsabilité, ou en tout cas on a tous un pouvoir important pour changer la situation. Donc c'est l'élément que j'ai intitulé « Il n'y aura pas de cavalerie ». Le second élément, c'est plus un outil, c'est l'outil de la permaculture, que Rob Hopkins connaissait très bien. Et donc permaculture, c'est l'idée de pouvoir cultiver la terre de manière permanente. Et donc évidemment, si on pense à tous les additifs qu'on doit faire aujourd'hui pour faire pousser, je sais pas moi, un champ de maïs, pour faire pousser du maïs, on se rend bien compte que c'est pas permanent. Mais la permaculture est vraiment, couvre un domaine beaucoup plus large que juste la culture de légumes et de céréales. Et lui, son idée, c'était d'appliquer les principes de permaculture aux sociétés humaines. Comment est-ce qu'on peut, quelque part, rendre nos sociétés plus résilientes? Et donc, il a décliné les outils de permaculture aux villes en transition. Et donc tout ça, ça nous amène où? L'idée qu'il faut d'abord développer une vision collective. Donc collective, ça veut dire avec les citoyens. Dans 1000 Bruxelles en transition, ils sont réunis pour essayer de co-créer cette vision de leur quartier, par exemple en 2030. Cette vision collective, c'est à travers des actions locales qu'on va pouvoir influencer notre quartier, comme celui de 1000 Bruxelles en transition, et développer la résilience dont j'ai parlé. Les principaux principes, on l'a un petit peu vu dans la vidéo. L'idée de résilience, c'est bottom-up, donc ce sont vraiment les citoyens qui
qui lance ses actions. Citoyen et collectif, participatif, vision positive, local et spécifique. Ça, on reviendra là-dessus un peu plus tard. Inclusivité et ouverture. Et alors, un élément un peu plus original, je trouve, c'est l'idée que la transition s'enracine dans le soin de soi, dans le soin des autres et dans le soin de l'environnement. Et je pense que dans les mouvements écologistes, on a un peu laissé tomber trop rapidement cette idée de prendre soin de soi pour pouvoir avoir une action juste. Et donc il y a tout ce travail de ne pas être uniquement dans l'action, dans le faire, créer des nouveaux projets, avoir tout plein de résultats. On peut avoir une action juste si on est juste par rapport à ses capacités, par rapport à son énergie, et aussi par rapport au groupe. Et donc il y a toujours un équilibre entre le faire et l'être au sein de la transition. Donc on a par exemple un des axes de la transition qui s'appelle la transition intérieure. Ben, c'est comment est-ce qu'on peut prendre soin du groupe et avoir un groupe résilient. Parce qu'il faut savoir que oui, ben, dans les mouvements écologistes, il y a eu beaucoup de burn-out, et même dans la transition, il y a beaucoup de burn-out, parce que quand on est bien conscient des crises qui sont présentes, des crises qui nous attendent, on peut absolument vouloir changer le monde très rapidement, et finalement faire un burn-out de changement. Et donc ça, je pense que c'est une des richesses de la transition, d'amener ce focus sur le soin de soi. Voilà pour quelques principes. Maintenant, concrètement, que font les initiatives de transition? Ben là, on voit ici tête, cœur et main. L'idée, c'est qu'il faut d'abord comprendre la société dans laquelle on vit, quels sont les enjeux. Et donc, c'est la première partie. Dans la transition, je trouve que les gens prennent beaucoup de temps pour se documenter, pour assister à des conférences, pour comprendre le système. Deuxième étape, c'est que cette réflexion, cette connaissance intellectuelle doit être digérée avec le cœur. Donc on essaye de trouver un équilibre de nouveau entre l'esprit rationnel et quelque chose de plus, pas irrationnel, mais quelque chose de plus, le mot que j'ai utilisé tout à l'heure. Pardon ? Émotionnel. Émotionnel, tout à fait. Ça va me revenir, mais une approche plus intuitive aussi. Donc c'est digestion des informations rationnelles par le cœur pour ensuite avoir une action, les mains, passer à l'action, avoir une action juste. Et donc dans quelle thématique est-ce que les initiatives de transition, donc ils sont présents autant en Belgique, en Angleterre qu'au Brésil, au Japon, en Afrique du Sud, en Inde. Il y a des initiatives un peu partout, mais ici j'illustre dans notre contexte belge. Donc les thématiques de souveraineté alimentaire, incroyable comestible. À Liège, ils ont un beau projet de ceinture alimentaire. Comment est-ce qu'on peut redévelopper une ceinture productive autour de Liège et redévelopper des productions finalement locales. Le potage à dos, c'est pas très loin d'ici non plus, à Ixelles. Un potager intergénérationnel où ils font travailler dans ce potager des gens du quartier, mais aussi des jeunes enfants et un home de personnes âgées qui se trouve juste à côté. Consommation collaborative, des givebox, des repair cafés, les disco soupes où en gros on prend les invendus d'un marché et on en fait une soupe qu'on distribue ou qu'on vend. L'idée de pouvoir faire des vide dressing. Graffiteria, c'est quoi? C'est un petit peu le même principe que Gratiferia, c'est un marché du gratuit en gros. Ah. Donc ça c'est aussi très puissant, je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté un marché du gratuit, on arrive avec un certain nombre de choses qu'on a envie de donner, on les installe et tout le monde ensuite peut se servir et peut repartir avec des choses de manière gratuite. On organise prochainement avec XL en transition un marché de gratuit de Noël et en fait l'idée c'est qu'ok, c'est chouette de pouvoir repartir avec des choses gratuites, mais l'idée c'est qu'il y a des liens qui se créent entre les gens qui participent. Il y a aussi cette idée de tiens, c'est quoi un cadeau, est-ce que ça doit être neuf, est-ce que ça... Et donc dans tous ces projets c'est souvent beaucoup plus large que juste l'objectif très concret dans ce cas-là d'avoir un marché du gratuit. Des sensibilisations toujours avec l'axe de la tête, donc pouvoir avancer ensemble sur la compréhension du monde. La thématique de l'énergie, autant la première chose à faire c'est diminuer sa consommation, donc la sobriété énergétique bien sûr, mais après on peut aller vers une réflexion sur la production locale d'énergie, comment est-ce qu'on peut se mettre ensemble et investir dans une éolienne, dans des panneaux solaires. Et donc là les initiatives sont souvent aussi très actives sur ces thématiques-là de coopératives énergétiques. Ensuite d'autres thèmes, éducation et requalification, la thématique de l'habitat, de la mobilité. Voilà, je survole ces thématiques un peu rapidement.
Un autre axe important, c'est la réconomie, donc l'idée de faire l'économie autrement. Et donc la transition ne dit pas du tout que l'économie, il faut absolument pas repasser à une économie complètement différente, que tout doit être gratuit, qu'il faut vivre uniquement dans l'économie du don. Bien sûr, ces nouveautés sont importantes, mais il faut aussi pouvoir permettre aux transitionneurs, aux gens de nos quartiers de vivre. Et donc l'économie doit continuer à fonctionner comme outil d'échange entre les individus. Et donc là, on a déjà parlé de coopératives énergétiques, mais il y a aussi beaucoup d'outils économiques qui se développent, des coopératives alimentaires, j'ai dit, il y a d'autres projets pour redévelopper l'économie locale, parce qu'avec la vision d'une économie globale qui est un peu en souffrance, on doit absolument repermettre à nos économies locales de se développer. Alors une des originalités de la transition, c'est aussi d'avoir fait appel à des outils d'organisation originaux. Donc l'idée de passer de structures classiques hiérarchiques à des structures plus modernes, on va dire, comme la sociocratie ou l'holacratie, j'en dirai un petit mot tout à l'heure aussi. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'assez intéressant. Et puis des outils comme le Forum Ouvert, le World Café. Un autre outil qui est celui de faire la fête. Trop souvent, dans les mouvements écologistes, on se bat contre quelque chose et on est à fond dans l'action. Et on ne prend pas le temps de s'arrêter et de célébrer les éventuelles victoires. Ou voilà, ici, récemment, à Etterbeek, je suis membre d'Etterbeek Transition, je vous l'ai dit, on va lancer un supermarché collaboratif. Ben voilà, on a franchi une étape. On prend le temps de fêter ça, de créer du lien et de s'arrêter. C'est un outil très important. Profiter du cadre pour ensuite se relâcher, ça c'est aussi toujours lié à la sociocratie. Trop souvent dans nos sociétés, on a peur de définir des règles très strictes, mais en fait ces règles nous permettent, les règles de fonctionnement strictes et claires et transparentes pour tout le monde, nous permettent après de nous relâcher par rapport à ce cadre. Et donc ce sont des outils qu'on utilise pas mal. La gouvernance passeur, je vais aussi un petit peu en parler. Donc par exemple le réseau transition, donc nous on fait le lien entre toutes les initiatives de transition en Belgique. Eh ben on ne fonctionne pas comme fonctionne d'habitude dans ce domaine-là les fédérations, où on a une fédération avec un comité qui définit la politique voilà, de l'association pour 2017 par exemple, et cette politique sera après redistribuée au sein des régionales et puis des locales. Ici on a vraiment essayé d'inverser la pyramide. Quelque part on a les initiatives qui fonctionnent elles-mêmes en réseau, et nous, notre équipe de support, on vient vraiment pour leur proposer des outils, pour leur venir en aide. Mais elles sont souveraines dans leurs choix, dans leurs envies, dans ce qu'elles ont envie de développer. Et donc on a en quelque sorte inversé la pyramide, et c'est quelque chose, je pense, d'assez original. L'ancrage local, on ne veut pas réinventer la roue, évidemment, il faut travailler avec l'institutionnel et le monde associatif. Voilà, j'ai listé quelques exemples bruxellois. Le réseau de transition est aussi soutenu depuis peu par la région bruxelloise, depuis pas mal d'années par la région wallonne, qui soutient voilà, cette dynamique-là. Et j'ai mis tout en bas, en gras, apolitique. C'est très important pour nous de ne pas être anti-politique, mais de ne pas être associé à un mouvement politique en particulier. Et donc nous, notre vision, c'est plutôt qu'on doit inspirer le politique, leur proposer des alternatives, leur montrer que ces alternatives sont réalistes, pour ensuite voilà, leur proposer d'intégrer ça dans leur programme par exemple. Et donc c'est vraiment dans cette vision-là. Pour les prochaines élections, on voit aussi, on a des appels des initiatives de transition qui aimeraient bien nous aider qui aimeraient bien qu'on les aide à préparer des propositions de programmes politiques pour inspirer les politiciens localement. Mais le politique nous paraît vraiment important, et donc toujours avec l'idée qu'il n'y aura pas de cavalerie, oui, on veut dynamiser le niveau citoyen, le niveau collectif, mais on veut continuer à mettre la pression sur le politique qui a tout à fait sa pertinence et qui doit faire son boulot, et sans doute mieux qu'aujourd'hui. Même chose pour le niveau européen, on était très actifs par exemple pour la COP21, il y avait beaucoup de transitionneurs à Paris, on a édité un livre 21 solutions pour la COP21, et donc on veut continuer à mettre la pression sur le niveau politique. Ces niveaux-là aussi doivent évoluer, et ensemble on doit tous participer à ce changement. Le rôle du réseau, je viens d'en parler. On propose un soutien aux initiatives, inspirer, on organise beaucoup de formations, une mise en lien, et aussi l'idée de diffuser les idées de la transition vers l'extérieur. Et puis il y a d'autres rôles comme on veut travailler avec des sages, donc des gens comme vous, c'est-à-dire le monde académique, mais aussi des chercheurs indépendants qui ne font pas partie d'universités ou de centres de recherche, pour nous-mêmes, pour qu'elles puissent nous inspirer de leur recherche, et nous aussi,
essayer de créer des liens et inspirer ou orienter, conseiller leur recherche. Ok, mais il reste 10 minutes pour la troisième partie. Je crois qu'au niveau timing, on Pas est de bon. problème. Voilà, ce slide, c'est gérer la complexité. Donc là, on revient à un concept un peu plus macro. Et je démarre sur le rapport du Club de Rome. Je ne sais pas si voilà, vous en avez déjà parlé, avec une illustration de ce rapport sur lequel je vais un peu zoomer. Tout le monde voit de quoi il s'agit Donc c'est le Club de Rome qui a mandaté une équipe de chercheurs du MIT, des gens brillants, spécialisés en dynamique de systèmes complexes. Et donc ce qu'ils ont fait, ils ont développé un modèle qui analysait les interactions entre du système Terre. Ils ont été ambitieux, mais c'était bien ça leur mandat. Et donc de pouvoir modéliser les relations entre la production d'énergie, la pollution, le nombre d'habitants, la nourriture, donc tous les paramètres qu'on voit ici, et de faire un modèle prédictif pour prévoir quelques scénarios d'évolution du système Terre dans les années à venir. Alors évidemment, c'est bien un travail prospectif, donc ils n'ont pas dit la réponse est 42, je ne sais plus. Ils n'ont pas dit voilà ce qui va se passer dans 30 ans. Ils ont fait plusieurs scénarios, et ici, on illustre en pointillé, c'est le scénario le plus probable. Le scénario, si rien ne change, voilà comment évoluera notre système. Et on voit que la nouvelle n'est pas très enthousiasmante. À partir de 2030, on a une diminution de la population. Pourquoi ? Parce qu'un peu plus tôt, les services auront diminué, mais surtout la production d'alimentation. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que des chercheurs, après, ont refait un update en 2010, et de voir que les courbes réelles, par rapport à leurs prédictions qui datent de 1972, les courbes réelles suivent quand même pas mal leurs prédictions. Okay. Donc de nouveau, c'est du prospectif, ça ne va pas exactement se passer comme ça, mais le message à retenir, c'est que voilà, si la situation ne change pas, le système Terre va vivre des années un petit peu compliquées. Pourquoi ? Parce qu'on vit dans un système de plus en plus complexe, les interactions sont gigantesques entre tous ces différents domaines. Ils ont réussi à déterminer quelques cas pour lesquels on aurait un équilibre au niveau de la population, au niveau des productions, et donc quelques cas où le système pourrait se stabiliser. Mais c'était en 72, ils ont donné pas mal de conseils, notamment ils sont intervenus à l'ONU pour expliquer dans quel cadre on pourrait éviter la catastrophe. Et voilà, on n'a pas vraiment encore suivi leurs conseils. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut garder de vue, ce rapport du Club de Rome. En bas à droite, j'ai mis un livre qui est intéressant sur ces thématiques-là, dont le titre fait un peu peur évidemment, c'est Comment tout peut s'effondrer, d'un chercheur, d'un thésard, d'un docteur en agronomie, Pablo Servigne, et Raphaël Stevens. Donc c'est un parcours très complet de la littérature scientifique sur toutes ces différentes thématiques, et qui essaye d'analyser aussi l'évolution probable de notre système dans les années qui viennent, et donc comment tout peut s'effondrer. Petit manuel de collapsologie à l'usage des générations présentes, avec l'idée que c'est sympa de parler des générations futures, mais les enjeux sont bien aujourd'hui. Et donc cette partie du slide, c'est sur la complexité. Je voulais illustrer autre chose, parce qu'on vit dans un système qui serait de plus en plus complexe. Je pense que la thématique juridique valide cette idée qu'il y a de plus en plus de réglementations dans le domaine écologique. Évidemment que c'est important qu'il y ait des nouvelles réglementations pour diminuer notre pollution, mais donc les systèmes sont de plus en plus complexes, et ici une simplification de l'évolution d'un système entre 2016 et 2030 qui est paru récemment. C'est l'idée, on a un GDP en français, c'est un PIB constant. Quelle sera la part du PIB qui va rester aux employés, aux travailleurs ? C'est la partie tout en bas. Pourquoi est-ce que cette partie qui va nous rester, en fait, à nous, diminue ? Parce que il y a par exemple en rouge, c'est les pensions, le poids croissant de la hiérarchie aussi. Les structures de plus en plus complexes vont prendre de plus en plus de place dans nos économies. En orange, c'est l'énergie pour l'énergie. Et oui, quand on sort un baril de pétrole, il faut savoir qu'en fonction du mode de production, mais on en consomme 30, 40, 50, 60%. Donc ça va nous coûter de plus en plus cher d'avoir de l'énergie. Pour diminuer l'impact de la pollution, l'impact des changements climatiques, ça va nous coûter de plus en plus cher. Donc voilà, c'est évidemment très naïf comme vision, mais qu'est-ce qu'on fait avec un système de plus en plus complexe ? Avec un GDP qui est plat. Mais je sais que c'est une thématique dont vous avez déjà parlé ici, je pense.
Hop, je vous parlais de sociocratie. Et donc là, c'est plutôt sur l'idée d'agilité. Face à un système complexe, on peut essayer de réduire la complexité du système. Il faut le faire, mais on peut aussi essayer d'avoir des mécanismes, des fonctionnements plus agiles qui permettent de mieux gérer cette complexité. Et donc une illustration simple, c'est par exemple ici, avant, on imaginait les processus top-down. Donc c'est par exemple pour la création d'un ordinateur, une équipe réfléchissait à toute la conception d'ordinateurs. Et on était capable de faire des ordinateurs d'une certaine complexité, mais une complexité relativement faible par rapport à la complexité que la nature est capable de créer. Donc là, on passe d'idée par exemple d'une hiérarchie à une idée d'un fonctionnement en réseau. Je vais illustrer ça de 3 manières. Donc l'intelligence artificielle, pour ceux qui étaient là au début d'Internet, il y avait un site qui s'appelait Alta Vista, qui était le premier moteur de recherche. Et en gros, c'était des gens qui essayaient d'organiser eux-mêmes l'information. Ce qui se trouvait sur Internet, un espèce de répertoire qu'ils amélioraient, et sans cesse, le répertoire devenait de plus en plus complet, mais de plus en plus complexe. Et puis Google est arrivé avec des systèmes, des algorithmes qui se basent sur l'intelligence artificielle, qui elle-même se base sur les réseaux de neurones. Donc c'est vraiment un fonctionnement qu'on voit ici. Un réseau de neurones, c'est quoi? Ce sont des neurones qui sont eux-mêmes relativement simples, même si les neurones sont formidables, mais la puissance du système, du réseau de neurones vient de leur interconnexion. Et donc Google est venu avec des algorithmes d'intelligence artificielle qui eux-mêmes digéraient l'information de ce qu'il y avait sur le web et auto-organisaient l'information. Et donc ce sont des systèmes apprenants. Et une fois que l'algorithme est mis en place, il apprend lui-même, il travaille tout seul. Et donc ça, on voit encore ces années-ci, l'intelligence artificielle avance de manière très, très importante. Et donc c'est une manière de gérer la complexité. Un deuxième exemple de cette agilité, c'est dans la gestion de projet. De nouveau, un projet, comment est-ce qu'on fait d'habitude? Un projet d'ingénieur, par exemple, on passe pas mal de temps à faire des spécifications. Quels sont les besoins du client? Qu'est-ce qu'on veut que notre système fasse? On passe quelques mois à définir des spécifications. Ensuite, on produit le design qu'on a spécifié. Ça prend quelques mois. Et puis, on fait des tests pour valider le système. Et puis, on vend le produit. Mais avec les systèmes de plus en plus complexes et l'accélération de nos systèmes, des ingénieurs, de nouveau, Yahoo, IBM... se sont dit mais on n'est pas du tout assez agile, on sort notre produit alors qu'il répond plus du tout aux besoins qui ont changé. Finalement on s'est rendu compte que les spécifications n'étaient pas bien faites et donc ils ont inventé des méthodes agiles de gestion de projet qui s'appellent Scrum par exemple. Et là ce sont des modes de développement beaucoup plus courts, donc sur 6 mois on développe une partie du produit ou le produit dans sa version 0, version bêta qu'on voit souvent sur des programmes, et puis ensuite on fait une seconde phase où on améliore le produit. Et avec ce système Scrum donc de gestion agile de projet, c'est une gestion itérative, on est beaucoup plus agile et on peut s'adapter aux besoins du marché qui évolue, aux besoins technologiques. Donc de nouveau, une manière de gérer la complexité. Et aujourd'hui, vous allez dans n'importe quelle boîte d'informatique, tout le monde travaille en Scrum parce que c'est beaucoup plus efficace. Et des grosses boîtes comme IBM qui n'avaient pas adopté ces systèmes au départ, ont été un petit peu mises à mal par l'agilité des sociétés plus innovantes. Troisième exemple, c'est dans la gestion des organisations. Donc une boîte, classiquement, c'est une hiérarchie. Il y a des besoins qui sont... de différents systèmes en bas de la hiérarchie ont un certain besoin, il faut prendre une décision. On remonte la hiérarchie, ce sont souvent, c'est le CA, les directeurs qui prennent ensemble une décision. Et ça prend souvent plusieurs semaines pour que il y ait une place pour discuter de ces projets, et puis ça remonte. Une hiérarchie, en fait, est très très lente et très peu agile. Et donc Frédéric Laloux, qui est un Belge, a pas mal travaillé là-dessus, sur les organisations souples et agiles, et en fait leur fonctionnement ressemble beaucoup plus de nouveau à un réseau de neurones ou à une structure distribuée. Et donc, ce sont 3 exemples pour montrer que on peut quand même essayer de gérer une complexité accrue. Il y a des solutions aujourd'hui. Et du coup, ça serait une question pour le domaine juridique. Comment est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut imaginer d'avoir une question juridique agile? Et la transition là-dedans, elle est éminemment agile. Pourquoi? Parce que ce sont des petits noyaux du réseau locaux. Donc 1000 Bruxelles en transition, c'est une réalité locale qui prend ses décisions locales, qui lance des projets en fonction d'une réalité locale, mais
comme le réseau de neurones qu'on voit ici, elle a beaucoup de connexions avec d'autres initiatives. On s'inspire les uns les autres, on publie des articles, il y a des interviews, des vidéos qui permettent de s'inspirer les uns les autres, autant pour les projets inspirants, les projets qui ont fonctionné, que pour les projets qui n'ont pas marché. Et ainsi, tout le mouvement de la transition grandit beaucoup plus vite que si on avait une structure hiérarchique avec quelques intellectuels en haut et les autres qui implémentent. Alors, les malentendus habituels sur la transition. Résistance et résilience. Alors oui, il faut résister, un exemple, le CETA ou le TTIP, quand il est hyper important de pouvoir résister et de pouvoir s'opposer à des décisions qui ne nous paraissent pas correctes. Mais c'est vrai que la transition se base beaucoup plus sur l'idée qu'on va apporter des solutions positives, mais les deux ne sont pas incompatibles. On a souvent parmi les transitionneurs des gens qui sont très proches de la résistance, mais qui veulent en même temps développer la résilience. Et donc de nouveau avoir notre culture est très binaire, c'est l'un ou l'autre. La transition prône plus de résilience, mais soutient ceux qui sont impliqués dans les mouvements de résistance. La question locale globale, ce qu'on entend aussi souvent, c'est vous voulez développer davantage, vous voulez relocaliser une partie des activités économiques. Ça veut dire que vous êtes contre le global, mais pourtant connaître les différentes cultures, c'est super important, voyager, c'est super important. Et de nouveau, c'est pas parce qu'on veut redévelopper partiellement et relocaliser une partie de l'économie qu'on trouve que la dimension globale n'est pas importante, et c'est bien un réseau mondial de transition. Les autres malentendus habituels, apolitiques et antipolitiques. On sent beaucoup le milieu politique un petit peu peureux par rapport à tous ces mouvements citoyens, et c'est vrai qu'ils sont fort remis en question, mais je crois que j'ai eu l'occasion d'en parler, de cette idée qu'on est pour la politique avec un grand P. Est-ce que la transition est anticapitaliste? On dirait plutôt post-capitaliste, et pas spécialement anti-système. J'ai touché un petit mot à propos de l'économie. Alors l'efficacité de la transition, c'est une question que j'ai eue récemment du doyen de la faculté d'agronomie de l'UCL, et j'ai bien aimé que cette question, est-ce que la transition est efficace? J'ai bien aimé que la question soit posée par un chercheur, parce qu'évidemment, est-ce que la recherche est efficace à l'université? Bien sûr que non, et heureusement, si on cherchait absolument la rentabilité, ok, ta thèse, elle doit pouvoir créer 3 entreprises. Et donc, autant la recherche n'est pas efficace, autant la transition est faire de dire, non, on n'est pas efficace, on n'a pas dit qu'il fallait aller dans telle direction le plus efficacement possible. La transition, ça avance un peu, c'est un fonctionnement organique qui, clairement, avec le recul, n'est pas efficace, mais on pense avance dans la bonne direction. Et donc, pour ceux qui aiment bien le contrôle et pouvoir bien définir un an à l'avance comment va évoluer le projet, la transition n'est pas spécialement pour eux. Et une autre question, comment la transition va-t-elle convertir tout le monde au végétarisme? Là, c'est pour illustrer le fait que des gens parfois critiquent la transition en disant que vous ne répondez pas à tel aspect, quelle est votre position par rapport à tel et tel aspect, et non, très humblement, le mouvement ne veut pas répondre à tout. Contrairement à un parti politique qui doit se positionner par rapport à toutes les questions sociétales, la transition pense pouvoir apporter certaines réponses dans des domaines bien précis, mais n'apporte pas une réponse holistique. Et alors je termine par ce slide par un point. Le personnel académique en transition sont des collègues à vous, à l'université de Namur, qui ont récemment lancé un groupe de transition à l'université de Namur. Donc une très chouette initiative. Ce ne sont pas uniquement des chercheurs, mais c'est des membres du personnel académique qui se sont dit ok, c'est cool. L'université de Namur a donné son docteur honoris causa récemment à Cyril Dion et Rob Hopkins. L'université de Namur se veut une université en transition. Nous, concrètement, comment est-ce qu'on voit l'intégration de notre université au sein de Namur? Et donc, une chouette initiative. Vous faites partie de LP Transition. Ceci est en collaboration. C'est co-organisé avec Sixtine qui est là présente. Voilà. Et donc, la plateforme transition. Le domaine de la recherche est aussi actif dans la réflexion sur la transition. Il y a aussi Campus en transition à l'ULB, et donc pour vous montrer que... Alors, quelques questions sur les aspects juridiques, c'est le dernier slide. C'est juste une ouverture par rapport aux questions, au débat qu'on pourra avoir. Donc la question de politique et transition, il faut d'abord qu'il y ait une compréhension mutuelle entre le monde politique et la transition. On voit que les premières réactions étaient un petit peu craintives du monde politique par rapport aux citoyens, mais qu'est-ce qu'ils veulent ces citoyens? Est-ce qu'ils veulent reprendre le pouvoir? Quel est notre rôle à nous des politiciens par rapport à ça?
Donc une fois qu'on arrivera à mieux, je pense, à transmettre le message de la transition, c'est poser la question comment est-ce que le monde politique peut créer un cadre pour ces initiatives, pour que ces initiatives émergent, pour faciliter l'émergence. Donc c'est vraiment l'idée d'un framework. Et récemment, on a travaillé avec le comité économique et social européen sur voilà, la définition d'un framework, parce que eux aussi, très haut dans la hiérarchie politique, on pourrait dire, sentent que les initiatives locales ont un rôle très important à jouer par rapport au changement climatique, entre autres. Et donc, eux travaillent sur cette réflexion-là, donc vraiment définir un framework, et au sein de ce framework, que les initiatives soient très libres de faire ce qu'elles veulent. Il y a aussi le danger de se substituer aux politiques. Il y a un an, avec la crise migratoire à Bruxelles, par exemple, il y a eu des réponses de mouvements citoyens très forts, par exemple au parc Maximilien, entre autres le réseau ADES, et 1000 Bruxelles en transition étaient assez impliqués là-dedans. Ils ont pu répondre rapidement à une crise. Pourquoi ? Parce que ce sont des structures très agiles, des réseaux qui se connaissent bien, et donc en quelques heures, quelques jours, ils ont pu répondre sans doute plus efficacement que les structures étatiques à cette crise-là. Mais à un moment donné, c'est clair qu'il faut que le politique prenne tous ces aspects en main, et l'idée, c'est pas que ces mouvements citoyens puissent complètement se substituer aux devoirs du monde politique. Et puis, j'en ai aussi touché un mot, nous, on pense vraiment qu'on peut inspirer le monde politique. Des exemples repris à gauche, à droite dans le monde de la transition peuvent accélérer certains changements. Quand tu fais ICAEET, c'est quoi ? Oui, ça c'était un point, les incroyables comestibles à Etterbeek en transition. C'est un petit projet qu'on a fait récemment à Etterbeek. Mais donc voilà, suite au film Demain, on s'est dit on va aussi se réapproprier nos rues, et avec 8 voisins dans notre rue, on a passé un week-end à prendre des palettes et à faire des bacs. Et on s'est dit, c'est notre rue, c'est notre quartier, on se le réapproprie, donc on ne va pas demander à la commune l'autorisation, on va juste informer la commune de cette idée. Et donc on a installé nos 2 bacs. Évidemment, ils ont été assez surpris, et le jeudi, ils ont démonté nos bacs. Et donc voilà, premier clash entre ces initiatives citoyennes, de citoyens qui voulaient se réapproprier leur environnement. Mais finalement, en discutant avec la commune, ils ont trouvé l'initiative assez chouette. Ils nous ont donné un terrain dans lequel maintenant on développe un projet de potager beaucoup plus grand. Et donc, c'est l'idée, je pense qu'il y a eu là un réel échange avec le monde politique. Ils ont commencé par avoir une réaction très catégorique, non. Ils ont vu que via Facebook et les réseaux sociaux, on avait pas mal de soutien, et les gens comprenaient que la démarche était positive. Et donc là, on a pu créer quelque chose avec le politique, je pense, et les inspirer. Donc réduire les points de friction, quand toutes ces initiatives se lancent leurs projets, il y a beaucoup de points de friction, et donc c'est sûr que votre boulot, c'est, je pense, réfléchir à ces points de friction-là. Toutes les thématiques de nouvelle économie, mais vous en avez déjà parlé, quid des aspects légaux liés aux monnaies complémentaires, tous ces nouveaux statuts, bénévoles, salariés, indépendants. Moi, j'ai 2 emplois à mi-temps et je suis bénévole au réseau Transition. Il y a de plus en plus de gens qui ont donc je suis aussi indépendant complémentaire. Je crois que ça va devenir de plus en plus complexe, et donc ces aspects-là sont aussi vont se complexifier. Quid des échanges gratuits, les systèmes d'échanges locaux, une gratiferia, comment est-ce que c'est complètement, on peut imaginer qu'il n'y a aucune taxation de toute cette économie-là. Ce sont des questions que vous avez sûrement déjà posées. J'ai mis pertinence de l'AFSA, et c'est l'AFSCA bien sûr, pour les petits producteurs. J'ai lu hier justement que finalement les GAZAP ne seraient pas, ne rentreraient pas sous la législation actuelle. Mais donc il y a quand même beaucoup de questions pour tous les petits producteurs. Est-ce qu'ils doivent répondre complètement aux législations parfois très complexes qui sont justifiées pour des plus grands producteurs? Il y a encore beaucoup de questions. Et donc, le dernier point, c'est imaginer l'exercice du droit dans un monde en décroissance, ou un monde différent d'aujourd'hui. Comment est-ce que cette grosse complexité de toutes les législations qui s'entremêlent, comment est-ce qu'elles vont évoluer quand on aura un monde sans doute un peu moins complexe? Et donc la citation de Thoreau qui est « il faut faire 3 choses principales dans nos vies, il faut simplifier, simplifier, simplifier ». Voilà, j'ai mis ici pour le fun quelques documents de référence. Voilà, ce qui clôt la présentation. Vous avez plus d'infos sur le site du réseau Transition pour la transition. Merci beaucoup.